Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une vision, disons, assez radicale de l'État et de la guerre. Une vision qui compare le patriotisme à un choix de mafia et la guerre à une agression organisée. C'est une analyse qui risque de bousculer quelques idées reçues, alors restons bien concentrés. Alors tout part de cette affirmation. Une affirmation qui est un vrai choc en fait. L'État est une organisation criminelle, c'est la mafia qui a réussi. Et attention, ce n'est pas juste une provocation lancée en l'air, non, c'est vraiment la pierre angulaire de toute l'analyse. Cette idée, à elle seule, suffit à redéfinir complètement le cadre. Voilà le programme pour décortiquer cette idée. D'abord, on va voir pourquoi l'État est vu comme une mafia. Ensuite, comment la guerre serait en fait son essence même. On parlera aussi de la double agression contre le citoyen, puis de la neutralité comme seule réponse possible. Et on terminera sur une question, assez dérangeante. Allez, on attaque direct avec la première partie, l'État vu comme une mafia. C'est vraiment l'analogie fondatrice, celle qui soutient toute la philosophie de la source qu'on analyse. Alors là, attention, la définition de l'État est complètement chamboulée. On oublie l'idée d'une autorité légitime. Ici, l'État est présenté comme une entité qui, par sa nature même, par son fonctionnement, viole le principe de non-agression. En gros, tout part de là. L'État serait, par essence, un agresseur. Point. Bon, si on accepte cette idée que l'État est une mafia basée sur l'agression, quelle est la suite logique? Quel est son mode d'expression ultime? C'est la guerre. Et là encore, la définition de la guerre est complètement retournée. Ce n'est plus juste un conflit entre deux armées, non. Le premier acte de guerre, selon cette vision, c'est celui que l'État commet contre ses propres citoyens. Il les taxe, autrement dit, il les vole pour financer son agression. Du coup, la première victime de la guerre, ce serait toujours la population de l'État qui attaque. Et pour vraiment enfoncer le clou, le texte répète cette phrase comme un mantra. La guerre, c'est la santé de l'État. La guerre, c'est l'essence de l'État. En d'autres termes, la guerre ne serait pas un accident de parcours, non, mais la condition même qui permet à l'appareil de l'État d'exister et de prospérer. C'est ça, l'idée centrale. Ok, pour que l'analogie soit bien claire, faisons une petite comparaison. C'est assez parlant. Les impôts et les taxes, en fait, c'est l'extorsion. Les réglementations, ce sont des contraintes. La conscription, du service forcé, tout simplement. L'argument est simple, la nature de l'action est la même. C'est juste le vernis de légitimité qui change. Bon, après cette mise en perspective, parlons du coût humain, le coût pour les gens, en fait. C'est là qu'on aborde ce concept de la double agression contre le citoyen. Et ce concept de double agression est vraiment central. L'idée, c'est que pour le citoyen ordinaire, l'agression vient de deux côtés à la fois. D'un côté, il est agressé par son propre État, qui le taxe, qui l'enrôle de force pour l'effort de guerre, et de l'autre, il est agressé par l'État d'en face, qui lui envoie des bombes. Il se retrouve littéralement pris en étau entre deux mafias. Et le texte utilise une expression qui est vraiment très forte pour décrire ça, une maximisation de l'horreur. C'est terrible, Le citoyen ne subit plus l'agression d'un seul État, mais bien de deux en même temps. Alors face à cette vision, qui est quand même très sombre, on peut se demander, mais alors, que faire? Quelle est la position morale à adopter? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec l'idée de la neutralité comme seule réponse humaine. Le point crucial, vraiment, c'est que face à un conflit entre deux mafias, la seule position qui serait morale, qui serait humaine, ce serait la neutralité. Absolue. Mais pourquoi? Parce que prendre parti pour l'une ou pour l'autre, ça reviendrait à légitimer le principe même de l'agression. Du coup, être humain, dans ce contexte, qu'est-ce que ça implique concrètement? Premièrement, respecter le principe de non-agression, c'est la base. Deuxièmement, ressentir de la solidarité pour toutes les victimes, peu importe leur camp. Troisièmement, rejeter toute intervention de son propre agresseur, c'est-à-dire l'État. Et enfin, croire que la seule aide légitime, c'est celle qui est privée et volontaire. Bref, sans forcer personne à participer via l'impôt. Et pour bien montrer à quel point cette neutralité est jugée essentielle, le texte emploie une métaphore, assez colorée. L'être humain qui prend parti rétrograde au rang d'hybride de porc et de singe alcoolique. C'est une image extrême, bien sûr, mais c'est une façon de dire que choisir un camp, c'est renoncer à son humanité en quelque sorte en validant l'agression. On arrive maintenant à la toute dernière partie, celle qui nous laisse avec la question finale, le défi un peu cynique que pose toute cette analyse. Ici, l'idée est de faire complètement exploser les notions de patriotisme ou de juste cause. Le choix n'est plus présenté comme la liberté contre la tyrannie. Non. La question, telle qu'elle est posée dans le texte, c'est être agressé et asservi par l'État X ou par l'État Y. Voilà. La question est complètement dépouillée de toute émotion pour ne laisser qu'un choix brutal entre deux agresseurs. Et ça,
Ça nous amène à la question finale, la question qui résume toute la pensée qu'on vient de voir. Une question qui est faite pour rester en tête. Quelle est votre mafia préférée? C'est brutal comme question, mais ça force à tout réévaluer. L'allégeance à un État, la logique même des guerres. Et c'est sur cette pensée, disons-le provocatrice, que se termine notre décryptage d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.